Ben oui, il y a cet effet waouh de découvrir cet univers, mais après, ben oui, après t'es perdu et tu sais pas comment l'exploiter, comment aller beaucoup plus loin. Alors pour répondre rapidement à ta question, le jeu, effectivement, si tu le regardes aujourd'hui, tu trouverais qu'il est laid, mais à l'époque, c'était une révolution. Enfin voilà, il y a les graphismes, les cinématiques, etc. Il y avait effectivement quelque chose, comme le disait Philippe, quelqu'un qui avait l'habitude de Mario, quelqu'un qui avait l'habitude de ses vues en 2D classique, il voyait FF7, c'est pour ça aussi je pense qu'il a bien marché. Il y avait effectivement un gros travail qui avait été fait sur les cinématiques, sur le mouvement, etc. Bon, après évidemment, toi quand tu le regardes aujourd'hui en 2022, tu vas voir, t'as l'impression de regarder Minecraft parce que t'as ce côté, c'est polygonesque, voilà, c'est carré, machin, voilà, tu te dis waouh, mais c'est ça qui est intéressant justement parce que moi, ce témoignage de Final Fantasy VII, je pourrais pas le faire, ça a trop mal vieilli, ça picote trop la rétine. Je l'ai entendu plein de fois avant que le reboot soit annoncé, en mode j'attends le reboot pour pouvoir vraiment profiter du jeu, quoi. Et moi, c'est notamment ce qui s'est passé de mon côté. Par contre, vu que ça a été cité plusieurs fois, Mario 64, j'ai eu aucun souci. Alors que pourtant, c'est très polygonesque. Hein. Mais vu que tu as cet aspect gameplay, plateforme, etc., tu vas très vite au-delà des graphismes. C'est Nintendo, c'est fait. C'est fait. Et Pichon, tu voulais rebondir sur FF7 ? Ouais, sur FF7, en fait, je dirais que c'est pas la phase d'exploration qui a marqué les joueurs, c'est vraiment les phases de combat. Parce qu'on passait vraiment des petits bonhommes là qui se baladaient sur la carte du jeu à justement des personnages en taille réelle, avec des monstres taille réelle. Avec les phases de combat où lorsqu'on lançait des sorts, il y avait l'espèce de vague d'énergie un peu à la Dragon Ball Z et tout qui arrivait. Donc en fait, c'était vraiment la phase de combat. Et justement, par rapport au remake, ce que j'ai adoré, c'est que justement, c'est la phase d'exploration qu'ils ont vraiment mis vraiment en avant avec les graphismes, tout ça. Et bizarrement, justement, c'était l'inverse. C'est moins les joueurs qui comparent le 7 et le remake. Justement, ils ont moins aimé les combats. Ils ont préféré les combats du premier, de l'opus PlayStation que celui du remake. Et inversement, justement, la phase d'exploration était beaucoup plus aboutie que celle, sur le remake, que celle sur PlayStation. Donc, là où je rejoins Pitchan, c'est que je pense qu'effectivement, dans FF7, ce qu'il ne gagnait pas forcément en personnage, par contre, il le gagnait beaucoup plus dans les décors. Ouais, ok. Les décors étaient... Oui, tu compares les décors de Final Fantasy VII à Mario 64 ou d'autres jeux de Nintendo 64, ça n'a strictement rien à voir. C'est plus réaliste, c'est beaucoup plus mature, c'est plus recherché. Donc, je pense que l'émerveillement était déjà ici. Après, niveau graphisme, enfin, je veux dire, niveau personnage, de leur représentation, je peux te garantir qu'il y avait bien pire que FF7. Oui, j'imagine. Les premiers jeux de foot, quand tu regardes les premiers jeux du foot, les premiers footballeurs dans les jeux FIFA ou Coupe du Monde, parce que comme dit mon parent avait aussi le jeu de la Coupe du Monde, le jeu officiel. Je l'avais aussi. C'était mon préféré. Officiel. Ouais. Mais tu vois les personnages, enfin, c'est le jour et la nuit quand tu compares au FIFA de maintenant, quoi. Les personnages à l'époque, ils ne ressemblaient strictement à rien, quoi. Alors, je vous propose qu'on fasse une coupure pour passer à notre chronique littéraire de Philippe qui va nous présenter un livre d'un auteur alsacien, puisque Gamers Voice est situé en Alsace et on aime bien parler d'auteurs alsaciens. Est-ce que tu es prêt, Philippe ? C'est good. Ok, bon écoutez, on se retrouve juste après notre petit jingle. Et on est dans Halle Geekes de l'association Gamervoice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Et donc, on se retrouve pour notre chronique littéraire. Donc, Philippe va nous parler d'un jeune auteur alsacien qui a écrit son premier roman. Alors, vas-y à toi, Philippe. Le roman dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Rebecca, esprit déporté. C'est l'histoire d'un inspecteur de police, Sylvain Decker, 40 ans, lieutenant de la brigade criminelle de Strasbourg, qui se retrouve sur l'enquête d'un meurtre au château du Haut-Königsbourg. La victime est un vieil homme d'origine allemande qui porte sur lui des documents en référence avec le nazisme. Et au moment où Sylvain et sa collègue
découvrent le cadavre, ils sont tout de suite entraînés dans des événements paranormaux. Entre-temps, Sylvain traverse aussi une période difficile dans sa vie privée. En effet, son mariage bat de l'aile et le jeune quarantenaire, en pleine crise de la quarantaine, on peut le dire, commence à avoir des envies d'aller voir ailleurs. Du coup, les événements qui vont se précipiter suite à son enquête, et notamment l'apparition de cette fameuse Rebecca, cet esprit déporté, cet esprit d'une jeune fille qui a été déportée avec sa famille au camp de Auschwitz-Birkenau, va non seulement précipiter Sylvain dans ses choix de sa vie privée, mais également va précipiter des révélations toutes plus bouleversantes les unes que les autres sur son propre passé. Je n'en dirai pas plus pour ceux à qui ça intéresse. Mon avis global sur le sujet est le suivant. Pour un premier roman, l'auteur, Loïc Schott, a quand même réussi un beau premier essai. Le suspense est présent. Il y a ce côté très horrifique. On sent l'influence de Stephen King, dont d'ailleurs l'auteur ne s'en cache pas. Et on sent également l'aspect historique, l'aspect réaliste. On sent que l'auteur a vraiment fait des recherches pointues pour nous offrir des décors, qu'ils soient du présent ou du passé, les plus réalistes possibles. Les personnages sont très convaincants, très vivants, s'expriment de manière très familière, très naturelle. Alors ça peut être un défaut, l'auteur me l'a dit lui-même en dédicace, c'est un défaut qu'on lui a souvent pointé du doigt, mais moi personnellement ça ne me dérange pas, je trouve que ça rajoute du vivant au personnage. Bien que des fois, certaines réactions du protagoniste peuvent nous surprendre à première vue. Bon, il faut aussi comprendre, comme dit, qu'il traverse une grosse crise qui remet en cause toutes ses croyances ou tous ses fondements. Et voilà, on peut comprendre qu'il y ait des réactions qui, des fois, sont un peu extravagantes, mais bon, ça peut surprendre à la première lecture. Mais l'action du couple entre cet inspecteur Sylvain et sa collègue Élodie rappelle évidemment les couples que l'on peut voir dans pas mal de thrillers. Ils me font notamment penser, par exemple, au protagoniste de la saga Millennium, de Stieg Larsson. Donc sa collègue Élodie a vraiment ce côté un peu Lisbeth Salander, c'est-à-dire qu'elle a cette faculté de voir des indices là où peu d'autres personnes arrivent à les voir. Donc le livre se trouve en vente évidemment dans toutes les librairies et tous les centres commerciaux qui disposent d'un espace culturel. Donc moi pour ma part je l'ai trouvé à l'espace culturel de Leclerc. Il coûte environ 16,90 € en papier. Vous pouvez également le trouver sur le site d'Amazon pour beaucoup moins cher, donc en version numérique. Et n'hésitez pas à suivre l'actualité de l'auteur, Loïc Schott, auteur sur Facebook et sur Instagram. J'ai entendu dire que cet auteur, qui a notamment suivi la même formation d'écriture professionnelle que moi, donc c'est pour ça que ce sujet me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, en plus qu'il soit alsacien bien entendu, est en train de plancher sur un deuxième roman. Donc je pense que c'est un auteur très intéressant qu'il va falloir suivre de très près.